Bienvenue à cette séance autour d'une œuvre extraordinaire qui s'appelle Noir. Donc, mon nom est Myriam Achard, je suis en charge de tout ce qui est relations publiques, partenariat nouveaux médias au Centre Phi à Montréal, où Noir est présenté depuis le mois de février. Et la présentation de Noir se terminera ce dimanche. Avec moi, une équipe que j'aime depuis la première fois où je les ai rencontrés. Tania de Montaigne, Pierre-Alain Giraud, Stéphane Fonkinos. Et ce que je vous propose aujourd'hui pour cette séance, évidemment, c'est de plonger dans cette œuvre. En fait, une question ici pour la salle, qui a vu Noir? Qui a envie de le voir? Qui a envie de le revoir? Ben, ça donne quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette œuvre extraordinaire et importante. Mais bon, on va plonger dans l'œuvre. Ce que je vous demanderais peut-être d'abord, c'est à chacun de vous de vous présenter. Pas uniquement en lien avec Noir, mais un peu votre parcours, qui vous êtes, ce que vous faites, pas trop longtemps, hein, pour nous permettre ensuite de plonger dans Noir. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alain Giraud et donc j'ai co-réalisé avec Stéphane Noir et coproduit avec Emma qui est ici. Et donc, c'est ma deuxième expérience immersive. Donc, j'ai déjà fait une première qui s'appelait Solastalgia. Et sinon, j'ai fait pas mal de films d'animation, documentaires aussi. Donc, je venais aussi de formats plus classiques. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Tania de Montaigne et je viens d'un format encore plus classique qui s'appelle la littérature. Donc, un domaine paléolithique où on utilise du papier et des crayons. Et j'ai écrit, en fait, Noir, c'est la première fois que j'écrivais, puisqu'au départ, c'est un livre. C'était la première fois que j'écrivais de la non-fiction. Avant ça, j'étais vraiment romancière, donc mon sujet, c'était la fiction pure. Bonjour, bonsoir. Je suis une fiction pure. Je m'appelle Stéphane Fonkinos, je suis co-réalisateur de cette œuvre qui est ma première incursion dans les nouvelles technologies, grâce ou à cause en tout cas de ce monsieur là-bas. Sinon, j'ai travaillé dans le cinéma depuis une vingtaine d'années en faisant du casting d'abord et ensuite en réalisant des films avec mon frère. Voilà. Et cette aventure nous a réunis pour j'espère quelque chose qui est inédit, mais qui ne s'arrêtera pas là. On verra. Alors peut-être, ce qu'on pourrait faire, c'est, Pierre-Alain, est-ce qu'on fait passer le trailer pour mettre les gens, en fait les personnes qui ne l'auraient pas vu dans l'ambiance, et ensuite on continue. It's happening. You're starting to live, think, and breathe like a black person in 1950s Alabama. On Wednesday, March 2nd, 1955, Claudette Colvin boards the bus, pays her fare, and takes a seat with her classmates in the third row of the black section. Donc, Noir, une œuvre de réalité augmentée qui a été présentée en première mondiale au Centre Pompidou en 2023,
J'ai l'impression que... qui a fait le tour depuis, qui a été présenté à Tribeca, qui est à Montréal, qui a été présenté à Milan, au Meet, et ailleurs, à Taïwan, bien sûr. Mais ce que j'aimerais peut-être, c'est Tania, si tu veux nous parler de cette œuvre, la genèse, d'où vient cette histoire et pourquoi tu as voulu la raconter, la pièce de théâtre, le livre, voilà. Alors l'histoire, elle est née d'une contrainte en fait, puisque le livre appartient à une collection qui s'appelle Nos héroïnes, et le principe de cette collection, c'est de demander à une auteure de parler d'une autre femme qui aurait pu faire l'histoire, mais qui ne l'aurait pas faite pour une raison ou une autre. Après, chaque auteur va devoir trouver son héroïne, donc commence une espèce de traversée, puisque par définition, il faut chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et dans cette traversée, le hasard a fait que des années avant qu'on me propose de participer à cette collection, j'avais noté dans une de mes recherches qu'on parlait d'une adolescente qui aurait pu être Rosa Parks, mais qui ne l'avait pas été parce qu'elle était, disait-on, enceinte de son amant blanc, et elle était décrite comme un personnage très haut en couleur, qui boit, qui parle fort, qui jure. Voilà. Et donc j'avais noté ça en me disant j'ai jamais entendu parler de cette adolescente, et dans mes recherches d'un coup je suis retombée sur ces quelques lignes et j'ai proposé en ne sachant rien de plus que ces quelques lignes, et ça a été ma chance en fait, parce que ces quelques lignes sont parfaitement fausses, si ce n'est qu'elle aurait pu être Rosa Parks, mais tout le reste est faux, et pour moi ça collait, au fur et à mesure dans l'avancée de la recherche. Ça devenait d'autant plus évident que c'était de Claudette Colvin qu'il fallait parler, puisque c'est elle, cette adolescente, parce que justement, elle était pile dans la problématique aussi de ce que c'est qu'une héroïne ou un héros, c'est-à-dire quelqu'un qu'on raconte. Mais la réalité d'un héros ou d'une héroïne, finalement, ça disparaît un peu. Enfin, c'est la mythologie qui va prendre le pas. Et d'ailleurs, souvent, quand on vous raconte des histoires de héros ou d'héroïnes, on vous raconte toujours que depuis qu'ils sont nés, ils sont héroïques, en fait. Donc, comme s'il y avait une destination comme ça. Et donc, ça m'intéressait de raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a rien de spectaculaire. Et c'est parce que, justement, elle n'a rien de spectaculaire que ce qu'elle va faire est extraordinaire. Parce que c'est l'histoire de nous autres. C'est la banalité... de vivre dans une vie et puis de se dire, et je crois que cette vie n'est pas juste. Donc voilà, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à raconter à travers ça. Et puis il se trouve que cette collection aussi, et ça c'était ma chance, mais je ne le savais pas encore, elle oblige la personne qui écrit à être dans le livre d'une façon ou d'une autre. Ça c'était un défi pour moi, parce que moi j'arrivais du roman. Donc, je n'étais jamais dans mes livres directement. Et puis là, il fallait trouver une place qui ne soit pas celle des autres, parce qu'il se trouve que plus j'avançais dans les archives et plus je rencontrais des personnages passionnants, et plus je me rendais compte surtout que chaque personnage que nous croyons connaître est double, puisqu'il y a ce qu'on en raconte et la réalité. Donc ça faisait que ça multipliait par 2 l'espace. Et comme c'est une collection où on ne peut pas faire un livre de 500 pages, globalement, j'étais quand même la personne la moins intéressante de tout ce livre. Donc il fallait que je trouve une place qui ne fasse pas écran aux autres. Et ça m'a demandé vraiment du boulot, à tel point qu'à un moment même, je me suis dit, je ne vais pas trouver. Donc j'ai appelé les éditrices en disant, je pense qu'il faut que je vous rende l'argent et que j'aille faire autre chose, parce que je trouve pas. Et elles étaient très détendues, donc elles ont dit tu vas trouver. Et à un moment, je me suis dit, mais peut-être que ma place, c'est justement l'endroit qui vient contrecarrer et contourner l'idée qu'on se fait quand on doit lutter contre le racisme. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, la lutte contre le racisme, comme elle se met au même endroit que le racisme, on se retrouve avec des gens qui, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, essayent de prouver que la personne qui est discriminée est super. Et que c'est juste qu'on l'a mal regardé. Et donc, on essaye de faire comme un miroir inversé et de dire, en fait, il ne va plus y avoir de racisme quand vous comprendrez que ces gens-là sont merveilleux. Et donc, pour moi, c'est passer complètement à côté de la lutte, parce qu'en fait, la lutte, c'est le moment où on admet que la personne n'est ni merveilleuse ni atroce, mais qu'elle est une personne.
Et donc, je me suis dit, peut-être que moi, ma place, ça va être de guider ça et de faire en sorte qu'on saisisse le racisme, non pas du point de vue de la personne en cherchant comment résoudre ce qu'elle est, mais plutôt du point de vue du racisme. C'est-à-dire qu'en fait, on chosifie quelqu'un et on lui dénie ses droits. Donc, je vais me placer du côté de la justice parce que c'est l'endroit où est Claudette Colvin. Ce que fait Claudette Colvin quand elle ne se lève pas, c'est exactement dire ça. C'est dire, vous êtes concentré sur ma couleur, mais moi, je vous dis que je suis une citoyenne et à ce titre-là, j'ai des droits. Et donc, quand vous ne les respectez pas, eh bien, c'est tout le pays, en fait, qui ne se respecte pas. Et elle le dit d'une façon merveilleuse, puisqu'elle le dit avec ce qu'elle est, c'est-à-dire silencieusement, elle reste assise. Donc voilà, à partir du moment où j'ai trouvé cette entrée, j'ai trouvé l'axe du livre et j'ai pu avancer avec l'idée que j'essayais de faire en sorte que le lecteur ou la lectrice serait à côté de Claudette Colvin cette fois-ci, et ni au-dessus en disant « Oh, les pauvres noirs, c'est pas facile », ni en dessous en disant « Oh, on est trop méchants les blancs » ou autre, mais plutôt de dire « Moi, je vais faire le voyage avec toi et je vais t'accompagner, je vais être à tes côtés ». Et donc voilà, et c'était pour moi merveilleux d'essayer de raconter que c'est formidable d'être banal. Parce que le vrai héroïsme, c'est celui-là, en fait. C'est de supporter qu'on est très banal et que c'est par là que ça devient magique. De dire, non, ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Ça, c'est la naissance du livre. Et après, il s'est passé la chose merveilleuse pour un écrivain. C'est-à-dire qu'une fois que moi, j'ai fini mon boulot dans ma grotte, le livre part. Je ne suis pas là pour voir les lecteurs le lire. Chacun fait son boulot avec. Et ça s'arrête là pour moi. Donc, pour moi, là, c'était la fin de l'itinéraire jusqu'à ce que je tombe sur cet homme à ma gauche. Donc, le livre, je crois qu'il y a eu aussi une bande dessinée, mais il y a eu la pièce. Et je pense qu'on a... donc là, on va... Si vous voulez le livre, tu veux nous parler peut-être de cette rencontre et de nous parler de la pièce avant qu'on l'on plonge dans l'expérience. Donc, je connais Tania depuis longtemps et donc je lis Noir quasiment au moment... Enfin, je crois que voilà, on se rencontre. Et il y a eu un moment où elle avait envie peut-être que cette histoire soit racontée ou faire des lectures comme elle faisait souvent avec ses livres. Et au moment où elle me dit peut-être que tu as une idée, ça serait bien, peut-être que tu peux imaginer comment ça peut être lu par vraiment des acteurs. Et moi, j'étais venu lui dire, écoute, j'ai fini de lire le livre, il faut que tu fasses ça, toi, sur scène. Ce à quoi elle me répond, non. Donc voilà, donc là c'était bien parti, mais j'ai réussi à force de persuasion, et puis je pense avec le temps, on s'est dit... L'argent. Beaucoup d'argent, énormément. Des chèques, sans provision, parce que ça par contre. Mais de se dire comment... voilà, elle pensait, d'abord elle me dit je ne suis pas actrice, je dis moi je ne suis pas metteur en scène de théâtre, donc l'idée c'était de se dire on va tous commencer ensemble à ce même niveau et de raconter cette histoire. Je lui dis tu vas faire comme dans le livre, tu vas la raconter. Et donc elle devenait la narratrice sur scène. Et donc on se retrouve avec un dispositif scénique et j'ai une scénographe qui s'appelle Laurence Fontaine, qui n'avait jamais fait de théâtre et qui est une immense scénographe d'exposition. Et donc, qui imagine des tulles, voilà ce que vous voyez, avec des panneaux. Et bon, venant peut-être de l'image, je me suis dit, cette histoire, il faut que Tania, elle puisse naviguer autour et pouvoir rencontrer le public pour les amener. Et voilà, comme elle disait très bien, comme elle le dit dans le livre. Et donc, pour faire toutes ces magnifiques mappings, toutes ces magnifiques vidéos, en tout cas, c'est là où Pierre-Alain entre en jeu. Voilà. Et c'est qu'il faut dans ces cas-là toujours tomber sur des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas, sinon on ne ferait pas ce métier. Et donc voilà, ce génie arrive et c'est lui qui s'occupe d'abord de ces projections. Et donc Pierre-Alain, pour toi, une fois après avoir travaillé avec Tania et Stéphane sur la pièce, est-ce que c'était clair déjà que tu voulais en faire une expérience de réalité augmentée? Est-ce que tu as eu à les convaincre ou vraiment c'est parti tout de suite?
Ah ouais, j'ai vraiment dû les payer aussi beaucoup. Non, en fait, l'idée est venue petit à petit. C'était pas à un moment donné, mais la forme à la fois de la pièce de théâtre avec ces tulles qui étaient aussi déjà des espèces de fantômes sur scène et l'expérience que j'étais en train de travailler en même temps que la création de la pièce, Solastalgia, qui était une expérience aussi avec des HoloLens, mais on commençait vraiment à essayer ces technos, c'était difficile, mais je me suis dit, bon, ça vaut le coup peut-être d'essayer de faire quelque chose avec cette histoire, parce que c'est vraiment réveiller des fantômes, les avoir avec nous, voir comment se passé là influence notre présent, et il y a quelque chose dans la forme même de l'hologramme, avec ces lunettes-là, qui raconte déjà ça, en fait. Voilà. Donc c'est parti comme ça, je leur ai proposé, ils m'ont dit oui, mais ils ne savaient pas trop. Oui, mais on comprenait rien de ce qu'ils voulaient faire. Mais oui, on était tout à fait d'accord, mais on avait confiance. Donc une fois que ça a été oui, donc pourquoi la réalité augmentée? Mais moi, je suis vraiment aussi très curieuse. Comment? Parce qu'il faut savoir que Noir, c'est une coproduction entre la France et Taïwan. Alors, comment est arrivé Taïwan et surtout comment s'est passée la collaboration sur place? Mais bon, ta question, pourquoi la réalité augmentée? J'ai un peu en fait répondu juste avant, mais bon. Mais aussi le texte de Tania, c'est déjà presque ça en fait. Elle nous dit, voilà, vous restez qui vous êtes, mais je vais commencer à vous enlever des droits. Donc, en lisant le livre, c'est déjà de la réalité augmentée. Donc, il y avait le texte qui amenait, avec la forme ensuite que Stéphane lui a donné sur scène, qui amenait vraiment à faire quelque chose dans ce format-là. Et ensuite, on est allé à Sunnyside. Donc, on avait cette idée. On a fait un premier pitch en disant, voilà, on aimerait faire un truc qui ressemblerait à une pièce de théâtre, mais que les gens traverseraient. C'était aussi une grammaire qu'il fallait inventer. Donc, c'est vrai qu'on partait dans des territoires à défricher aussi, technologiquement, et dans la mise en scène, en fait. On ne savait pas trop comment ça pouvait se faire. Mais il y a quand on faisait un pitch à Sunnyside, tu étais là avec Patrick pour la première rencontre. Non, mais ce qui était intéressant et qui est toujours en fait ce qui me réjouit dans cette aventure, c'est que donc nous on a pitché un truc où personne comprend ce qu'on veut faire parce que de toute façon ça n'a pas été fait spécialement. Donc le truc qui fait quand même énergie, c'est l'histoire. Et donc Patrick, qui lui était en Zoom à Taipei, je crois, il a écouté ça, il a dit bon, écoutez, moi je suis pas sûre vraiment d'avoir bien compris ce que vous voulez faire. Et puis moi je l'ai jamais fait parce que moi je suis un producteur de cinéma, donc autant dire que là c'est pas du tout mon univers. Mais je crois que cette histoire, il faut qu'on la raconte. Et ça reste le point qui fait que partout où va cette expo, c'est quand même c'est ça qui résiste en fait. C'est-à-dire que cette histoire-là, on peut y projeter plein de choses où qu'on soit. Après, on a découvert en travaillant avec Patrick et en partant à Taïwan que c'est pas pour rien que cette histoire lui parle. Évidemment, cette île, elle a passé son temps à être colonisée. Il y a eu de l'effacement d'une partie de l'histoire. Il y a eu toute une trajectoire qui fait qu'on comprend bien comment l'histoire de Claudette, c'est aussi l'histoire une histoire qui peut traverser des Taïwanais. Mais à l'époque, ce qui nous a frappé, c'est que rentrait dans notre équipe quelqu'un qui était comme nous, c'est-à-dire qui voulait tenter une aventure dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a envie de raconter une histoire et que finalement, c'est ça le sujet qui va guider tout le monde. Et peut-être ça peut intéresser les gens ici dans la salle, mais donc le nom de la boîte de production de Patrick, c'est Flash Forward Entertainment. D'accord, merci. Est-ce qu'on veut un peu parler de la façon dont ça s'est passé à Taïwan? Je pense que tu as aussi des images. Comment vous avez... bon, là, on voit les devices. On peut parler du tournage. Parce que vous avez dû faire un casting. Je ne sais pas si tu veux aller un peu... Je crois que c'est notre sujet préféré parce que ça raconte à quel point
justement, je pense qu'on n'aurait jamais pu envisager ça à l'avance. Parce qu'on est très excité à l'idée de se dire « Ok, ça y est, ça devient concret ». Donc là, la coproduction avec Taïwan se fait. On a aussi le CNC, quand même, qui nous soutient. Et pour faire cette réalité augmentée, il faut utiliser un des studios en 4D View, qui est je parle à des gens qui connaissent, mais c'est une invention française. Mais ça nous coûtait plus cher de faire ça à Grenoble, où il y a un studio, où il y a eu quand même quelques séquences qui ont été faites. On a fait tous les tests là-bas. En fait. Et les tests, voilà. À Grenoble, ouais. Mais à Taïwan, la particularité, c'est que Taika, qui est l'équivalent donc, du centre de cinématographie local, a acheté ce studio. Et donc ça revient gratuitement à la personne qui coproduit dès l'instant où ils acceptent un projet. Donc on se retrouve dans ce studio avec 48 caméras. Et pour nous, c'est un peu le début déjà. C'est comme si on était au début du cinéma. Et puis, évidemment, on sait les personnages qui existent pour cette histoire. Et on se dit, OK, donc là, il va faire un casting à Taïwan de Rosa Parks, de Martin Luther King, de Claudette, mais également aussi des chauffeurs américains, des juges. Et c'était ça qui a été fabuleux, c'est que ça a été une petite interrogation, mais à un moment donné, je pense que cette équipe de casting incroyable a réussi à trouver non seulement tous les personnages, et l'histoire qui nous plaît le plus, c'est évidemment celle de Claudette, qui est Rebecca. Rebecca est étudiante. Elle a fait à la fois des sciences et à la fois de l'histoire. Un peu de théâtre, mais vraiment pas beaucoup. Hein. C'est pas trop son truc. Elle mangeait un sandwich dans un parc à Taipei. Elle n'avait rien demandé à personne. Elle vient d'Ouganda. Elle est vraiment étudiante à Taïwan. Et elle est devenue Claudette. Et ça, c'est incroyable parce qu'elle est même devenue sous nos yeux. Parce que ce qui était bouleversant, c'était aussi ça. C'est-à-dire que voilà, cette jeune fille... qui, même en se regardant, même elle a été surprise. Et voilà, donc ça, c'était inédit, même pour moi qui viens, entre guillemets, du cinéma traditionnel. Il fallait tourner, une fois qu'on avait tous ces personnages, il fallait les tourner un par un. Parce que là, vous les voyez ensemble. Mais... Là, c'est des répétitions que vous voyez sur l'écran quand ils sont tous dans le studio. Là, vous voyez Tania qui marche parce que toutes les scènes où vous voyez des personnages se déplacer en fait, dans le lieu, on devait les tourner sur le tapis roulant. Voilà, ils sont en gym. Et les scènes où il se lève et il y a un tapis, il commence à marcher, alors on se dit mais comment on va faire, parce que donc il y avait quelqu'un caché sous un drap vert derrière le tapis roulant en comptant la personne se lever, tic, et le truc commençait. Regardez bien, vous verrez. C'était vraiment, il fallait, en fait, on découvrait aussi ces technologies et on devait trouver des solutions créatives à chaque fois avec toute l'équipe qui était là avec nous. Avec des contraintes aussi dingues de vêtements, parce qu'il y a des choses que le système KDViews ne voit pas, par exemple. Donc, on fait des tests et puis après, on se rend compte qu'ils ont des trous partout. Ou que Tania n'a pas de lunettes à cause de ça. Tania a des gros trucs sur le visage parce qu'il voit pas du tout sa coupe de cheveux. Changer ta coiffure. Ouais. Ouais. C'est étonnant et je pense que depuis en plus 2 ans ou 1 an et demi, ça évolue très vite, à tel point que les gens de Taika nous ont dit qu'ils avaient investi dans une télécommande pour le tapis roulant. Donc maintenant, plus personne n'est obligé de se planquer en dessous. mais ouais, ça, c'était fascinant. Même si tout ça, on vous raconte ça, c'est 5 jours. Mais pour eux, c'est énorme. Quand on sait dans la nouvelle technologie combien coûte une journée de tournage, c'est vrai que... Mais il fallait tout penser et puis se dire, oh là là, s'il nous manque des scènes... Voilà, on a réussi à tout faire. Ouais, mais en fait, ce qui était intéressant à observer, c'est à quel point donc il y a une technologie, il y a des caméras, il y a 3 écrans, chacun est derrière son écran en train de regarder, que tout a bien été modélisé. Et pour autant, en fait, ça n'est que de l'artisanat, parce que comme on invente en faisant, qu'il y a des choses qui n'avaient jamais été faites pour eux, bah, en fait, on se retrouvait quand même à être toute une équipe, 25 nationalités, et on était là, donc on regardait, ah ouais, ok, ah non, ça marche pas, ok, c'est parti. Donc en fait, Claudette, par exemple, son arrestation, bah oui, elle a arrêté, mais le problème, c'est que la machine ne voyait pas les menottes. Donc il a fallu qu'on se mette tous à fabriquer des menottes géantes pour qu'elles puissent être vues.
Et en fait, tout le monde était obligé d'être pris par tout un tas de choses qui étaient très artisanales, pas du tout numérique, pas du tout technologique. Mais là, on était revenu au point de Rosa Parks, quand elle distribuait un tract. Pour ceux qui ont fait l'expérience, peut-être vous l'avez saisi, ce tract. Mais en fait, juste une feuille, ça n'est pas possible, ça ne se voit pas. Donc, il a fallu qu'on se mette à fabriquer un annuaire, en fait, pour qu'elle puisse distribuer quelque chose qui soit visible. Donc, on a passé notre temps à être obligé d'accepter l'aventure. On était obligé d'accepter qu'on ne savait pas. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on s'est découvert dans le travail. Donc là, c'est un peu qui tout double. Et que tout le monde était pris dans cette joie-là de dire on part dans un truc, on ne sait pas ce que c'est. On sait juste qu'on veut raconter cette histoire. Et maintenant, c'est parti, qui sait. Donc il y avait des images parfaitement absurdes où on était donc... les garçons étaient sur le set et moi j'étais avec l'équipe de prod. On était en train de regarder des photographies d'époque de pancartes racistes pour pouvoir les refaire mais plus épaisses parce que ça passait pas. Donc on était là très concentrés à écrire "Entrez chez vous les nègres" et tout. On disait non, ça marche pas. Donc on essayait plein de trucs comme ça. Donc tout devenait complètement délirant et j'ai bien aimé ça. C'est-à-dire j'ai aimé le fait que au final, et on peut envisager tout ce qu'on veut avec les technologies les plus incroyables du monde, mais au final, on ne peut pas faire l'économie d'être des gens autour d'une table à faire des dessins, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça qui s'est produit. Et ça a fait que ce projet-là, c'est le projet de tout le monde pour cette raison-là. Parce que chacun a dû inventer ce qui n'existait pas, chacun a dû mettre son imaginaire et on est vraiment reparti à la cour de récré, mais pour tout, hein. C'est-à-dire que les matières, oui, il y a des matières, on ne sait pas pourquoi elles ne sont pas visibles. Et donc, il fallait qu'au costume, d'un coup, elles inventent des trucs, qu'elles découpent des trucs, qu'elles disent « OK, on va faire comme ça ». Oui, parce qu'il faut dire que même pour les techniciens, c'était une première. Ils n'avaient jamais fait, en tout cas, de narration, de fiction avec ces technologies-là. Donc, même si on avait des maquilleurs, des coiffeuses, des costumiers hyper expérimentés, qui avaient le souci du détail et tout ça, c'est vrai que elles inventaient au fur et à mesure, on inventait ensemble au fur et à mesure pourquoi une couleur ne marchait pas, pourquoi telle actrice, sa coiffure n'allait pas. Et ça c'était aussi angoissant que passionnant. Je crois qu'on a aussi des images de la Céno à Pompidou, si je ne me trompe pas. Ou bien tu veux parler de la post-prod avant, peut-être? Parce qu'en fait, moi, je suis assez curieuse de savoir quand est-ce que Pompidou est entré en jeu. Est-ce que dès le départ, vous saviez que la Première mondiale serait là? Mais ils sont rentrés quand même avant qu'on demande l'aide à la production au CNC, donc ils sont rentrés un an avant que le projet voit le jour en avril 2023. Donc je pense en mars 2022, on avait conclu, envoyé au CNC, envoyé à Taika, enfin toutes les aides à la production, etc. Et ensuite, on a tourné au mois d'octobre 2022 et on devait être prêt au mois d'avril 2023. Et c'était vraiment chaud parce qu'on devait inventer, nous, les technos en même temps parce que ça n'existait pas. Les casques HoloLens ne sont pas du tout assez puissants pour montrer des images de haute qualité comme on le fait dans le projet. On avait déjà quand même pas mal développé de nos technologies de streaming. Donc, on a un studio qui s'appelle Novaya et on fait vraiment tout dans le studio. Donc, on fait aussi les technologies et le contenu. Et donc, on devait travailler... Donc, avec le Centre Pompidou, on a beaucoup travaillé au Centre Pompidou parce qu'on recevait encore des images. Alors, juste pour vous dire, mais le studio, quand on a filmé, ça met des semaines à exporter. C'est tellement lourd, en fait, la matière, juste pour calculer les éléments 3D. Donc, on recevait Claudette qui se levait le lundi, et après, le lundi d'après, on avait le policier qui lui criait dessus, par exemple, ce genre de truc. Donc, en fait, après, il fallait assembler et se préparer, en fait, à petit à petit recoller tout le puzzle de l'histoire, déjà dans le temps, avec une timeline, vraiment une histoire comme on ferait dans le film, et après
dans l'espace. Donc on mettait nos lunettes. Donc là, c'est des essais, par exemple, que vous voyez qu'on a fait au Centre Pompidou, où on recevait tous les jours des nouvelles images et on devait les tester. Donc on faisait scène par scène. C'était vraiment un travail aussi de patience. Et chaque scène aussi, on découvrait comment la grammaire narrative de ce type de fiction pouvait marcher, en fait. Donc on améliorait nos technos. En même temps, on découvrait comment nos scènes pouvaient marcher et comment les différents médias pouvaient marcher ensemble aussi, par exemple. Donc, l'écran de projection. Il était convenu que Tania reste la narratrice. C'était important aussi, mais on ne peut pas la filmer en 4D. Ça aurait mis 3 ans. Mais donc voilà, il y avait comment est-ce que le 2D, la 3D, la 4D se mariaient ensemble. Et c'est vrai qu'on est arrivé à Pompidou, chapeauté par le spectacle vivant, mais même en étant dans un contexte totalement hybride. C'est-à-dire que déjà, pour expliquer ce qu'on faisait, personne ne comprenait jamais. Et c'est vrai, vous êtes les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices, vous qui l'avez fait. Voilà, parce que c'est vraiment, il faut être au cœur de l'expérience pour pouvoir en parler. Et on était pour Pompidou, on était vraiment à la croisée des chemins entre le spectacle vivant, l'exposition, le numérique et le cinéma. Donc c'était vraiment c'est comme si leurs quatre pôles se retrouvaient. Et c'est vrai que on apprenait en le faisant. Ça nous a donné. Et qui n'avaient jamais travaillé ensemble, en fait. Parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Il y a des énormes sections au Centre Pompidou, mais qui travaillent et qui ont l'habitude de faire soit du spectacle vivant, soit des expos, et jamais ça traverse, en fait, les projets. Et donc là, c'était une première pour beaucoup aussi au Centre, avec des personnes qui travaillaient. Il y avait des menuisiers avec nous, il y avait des éclairagistes, il y avait des électriciens qui fabriquaient les lumières, mais il y avait aussi... Là, c'était par exemple, on était au sous-sol, c'est le département vidéo, ils ont un grand studio, ils tournent des interviews, ce genre de choses, où ils font de la production vidéo. Ils nous avaient laissé pendant 3 semaines le studio pour faire des essais. Après, on est allé dans une galerie, ils nous ont laissé une galerie photo qui nous a permis de faire une première version du décor, et donc le décor qui était dans les ateliers. Donc on a fait une première version du décor qu'on a installé dans une galerie photo qui était à peu près la taille de la salle qu'on allait avoir pour la présentation. Et ensuite, on a tout bougé dans la salle de présentation. Donc là, c'est l'installation dans la galerie photo où on a fait des premiers tests 3 semaines avant l'ouverture, je crois, et rien ne marchait. Donc c'était vraiment sympa. Et Claudette, il faut savoir, je ne sais pas si pour ceux qui peut-être ne l'ont pas vue ou même pour ceux qui l'ont vue, mais Claudette Colvin est encore vivante. Elle a 84 ans. Bon, elle n'a pas pu se déplacer pour la première à Paris, mais vous avez été en contact avec elle. Vous lui avez expliqué ce que vous faisiez. Quelle a été sa réaction? En fait, ce qui était pour moi, là, c'était vraiment une boucle qui se bouclait parce que je vous parle du livre. Le livre, moi, j'ai commencé à travailler dessus il y a 10 ans. Et le livre, il est sorti il y a 8 ans. Et il y a 10 ans, évidemment, mon premier mouvement, c'était quand j'ai découvert qu'elle était en vie, c'était de lui parler. Et en fait, on m'a fait dire qu'elle ne voulait pas parler. Donc, j'ai construit le livre avec cette idée qu'il fallait restituer la vérité de cette adolescente et de cette femme en respectant l'idée qu'à chaque fois qu'elle parle dans le livre, c'est des choses qu'elle a dites. Je ne parle pas à sa place. Et que j'allais vraiment raconter la ville, les enjeux pour qu'on comprenne bien en fait où elle se place. Mais voilà, c'est des recoupements avec une bibliographie assez importante et tout ça. Bon, en se disant, on va essayer d'être au plus près de ce qui agit, la ville, elle, à l'intérieur de cette ville, etc. Et puis, quand on a su que le Centre Pompidou allait nous accompagner, je me suis dit, bon, autant le théâtre, je ne m'étais pas dit ça, parce qu'il n'y a pas trop d'argent. Mais là, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'aller les voir. Et donc, je leur ai dit, est-ce que si je la retrouve, vous me suivez? Est-ce que vous acceptez de payer billets d'avion, hôtel? Et ils ont dit, OK.
Donc, la recherche a démarré et puis on a réussi à retrouver Claudette qui, effectivement, ne pouvait pas venir. Mais j'ai dit, parce que moi, en fait, ce qui me paraissait important, c'est qu'on sache qu'elle est quelqu'un qui est en vie, quoi. Donc, que son récit puisse être entendu de sa bouche et puis qu'on la voit, etc. Donc, on a organisé tout un tas de choses en Zoom, donc des interviews, voilà. Alors, c'était un pari parce que moi, je ne l'avais jamais rencontrée, que je ne savais pas du tout. En plus, là, on est sur du Zoom, elle a 84 ans, on me dit qu'elle est un peu malade. Donc, quand les premières paroles qu'elle a dites, on avait d'abord fait organiser des interviews, et je me suis dit, mince, mais est-ce qu'elle sait de quoi il s'agit ? Je me disais, ça se trouve, là, on vient la faire chier, elle n'est pas du tout... enfin, voilà, quoi. Peut-être que ce n'est pas du tout raccord. Et donc, le début, c'était un peu compliqué. Et puis, en fait, j'ai vu, on est sur un modèle diesel. Donc, en fait, au début, j'étais là, waouh. Et puis, en fait, à un moment, elle est partie. Et j'ai adoré, parce que là, il y avait des questions qui lui étaient posées sur, Black Lives Matter et par rapport à votre communauté, qu'est-ce que vous avez à dire, et donc, des questions très actuelles. Et ces réponses, alors là, elles étaient claires, nettes, précises. Donc, on n'était plus du tout dans le diesel. Là, on était parti sur... sur de l'hybride, on va dire. Et ces réponses, elles étaient dans l'idée, elle disait, parce qu'on lui dit quel est votre message. Et elle dit, mon message, c'est qu'il faut lutter sans arrêt, en fait, ça ne s'arrête pas. Et puis, mon autre message, c'est qu'il faut lutter pour les droits de tout le monde, parce que si on lutte que pour un bout, en fait, on ne va pas y arriver. Et là, je me disais, waouh, c'était très émouvant pour moi. Donc, en fait, dès qu'elle parlait, j'étais en larmes, globalement. Parce que je trouvais ça incroyable pour moi de voir que ce que j'avais supposé, à savoir que à la fois cette personne est d'une grande fragilité et que c'est ça sa grande force. Et que ça n'avait pas bougé. Et qu'elle avait 84 ans, mais ça résiste. Et c'est certainement ça qui a toujours été à l'œuvre chez elle. C'est vraiment une notion de la justice profondément ancrée. Et il n'y a pas d'entre-deux là-dedans. Donc, ce n'était pas du tout quelqu'un, parce que ça aurait pu être quelqu'un aussi d'aigri. Je veux dire, a priori, on a raconté tout sauf ce qu'elle a fait. Il y avait plein de... Mais en fait, ce n'est pas son sujet. Si elle a fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle devait le faire. Et donc, il n'y a pas de question de j'aurais dû avoir plus ou moins. C'est pas là que ça se joue. Et donc, je trouvais ça magnifique. Et j'étais contente qu'elle ait accepté qu'on fasse une masterclass. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le hall de Beaubourg, ouverte à qui voulait venir, sur grand écran. Et alors là, on était pareil, on m'avait dit oui, peut-être qu'elle pourra parler que 5 minutes. Peut-être. Bon, en fait, on ne l'arrêtait pas, elle était complètement déchaînée. Et surtout, elle racontait cette histoire de bus et elle nous a fait tous les rôles. Alors là, elle était à fond. Donc, on a eu le chauffeur, Philippe la passagère, Colbert. Elle. Ah ouais, là, c'était génial. Et on voyait d'ailleurs au fur et à mesure, là, elle était... c'était génial parce qu'il y a des choses qui sont vraiment... ses yeux, c'est vraiment... Et sa voix, elle n'a pas mué quasiment. Donc, c'est vraiment... On voit la petite fille. Et puis, en même temps, il y a un truc là qui emporte le morceau. Et j'étais contente de ça. Qu'on ait pu l'entendre, qu'on ait pu voir et qu'on ait pu surtout saisir à quel point le sujet, c'est celui-là, quoi. C'est de jamais lâcher l'affaire. Et c'est une affaire personnelle. Elle en fait une affaire personnelle. Donc, c'est pas parce que vous la regardez ou pas qu'elle existe. Elle existe. Après, tu veux la regarder, tu la regardes. Et après, elle était aussi dans un truc étonnant pour elle, parce que déjà, elle situe moyen la France. Et alors, de savoir qu'en France, il y a des gens... Parce que c'est quand même le pays où on la connaît le plus, il faut quand même le savoir. C'est le seul pays au monde où il y a un bâtiment qui s'appelle Claudette Colvin. Parce que des élèves qui ont lu le livre se sont dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a... » Donc, voilà. Et donc, elle était vraiment étonnée de tout ça. Là, vraiment, ça lui paraissait complètement incroyable. Que ça soit ici, qu'on soit complètement à fond. Est-ce que ce masterclass, on peut le voir quelque part? Ou est-ce qu'on c'est accessible? Normalement, il est en ligne. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir le visiter. Il est en ligne sur le site de Pompidou. On a parlé tout à l'heure, on a dit donc Paris, New York, Milan, Montréal, Taipei, Bruxelles, Luxembourg. Est-ce qu'il y a d'autres lieux à venir dont vous pouvez parler ou...
Bah, déjà, il y a une chose complètement dingue qui nous est arrivée il y a 2 jours, hein, donc on peut en parler, voilà. Mais Donc, oui, je voulais commencer avec ça, j'ai oublié. c'est tellement absurde qu'il faut quand même en parler en premier. Donc, moi, je suis très content, je me débarrasse du cinéma, je veux plus en entendre parler, c'est génial, foutez-moi la paix avec ça. Donc, je me lance dans l'immersif, c'est formidable. On vit déjà cette histoire, cette tournée mondiale, grâce à vous aussi. Et là, Cannes décide de faire une compétition immersive. Et donc, nous sommes sélectionnés dans la première sélection officielle immersive. Voilà. Donc voilà, moi, j'attends qu'une chose, c'est que Tania t'aille chercher le prix. Hein Allez. Donc, voilà, donc des petites marchettes aux grandes marches, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour Claudette, on serait content. Mais ce qui était fou quand même, alors particulièrement pour moi qui suis angliciste, qui a travaillé sur les droits civiques, j'ai été complètement étonné quand j'ai découvert cette histoire grâce à Tania. Et cette histoire, quand on l'a fait découvrir aux Américains. Alors, c'était quand même aussi particulier pour nous d'aller, cette équipe de Français, de toute origine, génération, tout ça, qui arrivait à New York, et qui est la ville où Claudette a vécu quand même 40 ans, et de voir des gens qui disaient, mais on ne savait même pas, et c'était à côté de chez nous. Donc, voilà, la réalité est vraiment augmentée à ce moment-là. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, aller à Cannes. Ça sera présenté du 15 mai au 24. On pourrait passer à une période de questions, si vous en avez. Ouais, si jamais vous n'allez pas à Cannes, sinon c'est là. Oui, non, mais... Je vous dis, bon, c'est moins la grande formule, mais bon, voilà. C'est quand même sympa aussi. Merci à New Images de nous accueillir à salle Léo Ferret. Ne vous trompez pas, à la place, au premier étage. Si vous avez donc des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Il y a un micro qui ici. Ma question, c'était de savoir si finalement, ce n'était pas une suite logique d'être dans les réalités augmentées, les nouvelles technologies, parce qu'on est en train de voir une émergence de beaucoup de choses dans l'art, dans la musique, qui se font en mixed reality ou en réalité augmentée. Est-ce que après l'écrit, le théâtre, c'était pas justement une suite logique? Et aussi, est-ce que, désolé, c'est plus vers ça que j'allais. Et aussi, est-ce que c'était pas plus facile pour avoir un niveau public aussi cette façon de mettre en œuvre cette histoire? Bah, alors déjà sur la suite logique, j'adore cette phrase parce qu'il n'y a quand même rien de logique dans toute cette histoire. Donc, à vrai dire, en fait, nous, l'équipe qui a créé la pièce, notre sujet dans la vie, c'est comment on peut rester ensemble. Donc, si demain matin, il avait dit, venez, on fait un cours de yoga, on aurait dit oui. Hein. Il se trouve que là, il nous a embarqués dans un truc, on ne savait même pas trop ce que c'était. On savait juste qu'on allait continuer à jouer ensemble. Et ça, c'était pour nous la suite logique, ça, c'est vrai. Et pour l'histoire du public, bah, c'est vrai que, en fait, ce que nous a dit Pierre-Alain, c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour des gens qui ne lisent pas, qui ne vont pas au théâtre. Comment on pourrait leur raconter cette histoire en 30 minutes en utilisant les outils qu'on a déjà et ceux qu'on va inventer pour le faire. Et c'est vrai que ça a toujours été notre sujet, ceci dit. Le théâtre, moi j'ai dit non beaucoup. Et puis la première fois qu'on a fait, au départ c'était une lecture, c'était pas une pièce, mais il y avait déjà des projections. Et j'étais vraiment, j'ai cru que j'allais crever, hein, globalement, d'être sur scène. C'est quand même l'opposé d'être écrivaine. Et en fait, la première lecture qu'on a faite, qui devait être la seule d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais dit oui. Dans la salle, il y avait donc des abonnés du théâtre, c'était au théâtre d'Orléans, et il y avait 2 classes de lycée pro qui n'étaient jamais allées au théâtre, qui étaient venues sur la base de cette histoire. Et puis, il y avait une association qui travaillait avec des mineurs isolés qui n'étaient jamais allés au théâtre non plus. Et à la fin de la pièce,
j'ai vu les jeunes qui étaient dans l'association et donc eux, ils avaient sur l'histoire de Claudette, ils avaient mis plein de choses à eux, de l'exil, de la solitude, de plein de choses comme ça. Et puis dans le groupe, il y en a un qui dit « Ah mais moi, attendez là, je crois que j'ai envie d'écrire là ». Et donc là, tout le monde a dit « Ouais, mais carrément » et tout ça. Donc ça, c'était ça. Et le lendemain, je suis partie voir les 2 classes de lycée pro. Et là, eux, ils ont attrapé le truc à un autre endroit parce qu'il se trouve que c'était des spécialités sur le bâtiment. Donc, il y avait 2 filles et que des mecs. Et donc là, on est parti sur une discussion sur la place de ces filles, prendre sa place aussi, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et puis, lycée pro, donc avec une image déplorable d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce récit qu'on fait de vous et comment est-ce qu'on va, nous, se saisir de quelque chose. Donc, il y a eu toute une discussion. Et en fait, ils ont dit, non, mais nous, je crois qu'en fait, pourquoi on ne retournerait pas au théâtre aussi ? Alors, c'était à côté, ils n'y étaient jamais allés. Donc voilà. Et donc c'est là que j'ai dit à Stéphane, alors si ça fait ça le théâtre, moi je veux bien y aller. Et donc en l'occurrence, je crois que le récit, en fait, il y a le support, mais il y a aussi le récit. Et nous, c'est ce récit-là qui nous a amenés à aller voir des publics qu'on n'aurait jamais été voir et qui peut-être vont pas au théâtre. On est rentré en prison avec cette pièce, avec cette histoire. On continue à travailler avec des publics très diversifiés. Donc je crois que parce que c'est notre sujet, ça, de dire comment est-ce qu'on va embarquer des gens et comment on va les faire rentrer dans des endroits où ils ne s'autorisent pas à venir, voilà, on continue avec ce moyen-là. Et Pierre-Alain nous avait aussi dit qu'il faudrait qu'on pense à quelque chose qui pourrait être mobile et qu'on pourrait amener dans plein de lieux. Et on a testé ça aussi, ce truc de, oui, ça va dans des théâtres, ça va dans des expos, c'est dans des festivals aussi. L'art contemporain. Donc ça bouge. Et on voulait que ça bouge. Donc, ouais, la question du public, pour nous, elle est primordiale. Et la question d'amener des gens, de faire en miroir ce qu'a fait Claudette Colvin aussi, c'est-à-dire d'amener des gens à se dire, moi, je peux me saisir de quelque chose. Et de la narration aussi, je rebondis vite là-dessus parce que c'est vrai que donc on plonge dans un autre univers avec le XR, le VR, le AR. Moi, je découvre aussi tout ça. Et grâce à New Images, je me retrouve dans le jury il y a 2 ans. Et c'est aussi une manière de rencontrer déjà toute une autre famille, une famille élargie, et de voir les œuvres. Et en voyant les œuvres, je comprends ce que Pierre-Alain a fait avec aussi Mathieu, Pierre-Luc, Louis, Alban, qui sont toute une équipe aussi incroyable parce que c'est aussi redécouvrir une manière de travailler et de raconter des histoires. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais très peur, comme quand j'avais commencé le cinéma, en disant, mais moi, je ne peux pas être metteur en scène, je ne maîtrise pas la technique. Bon, je ne maîtrise toujours pas, mais j'apprends les outils. Et surtout, je me rends compte d'une chose, c'est ce que vous dites qui est important. Et après, il y a une manière de le faire, mais on a utilisé les outils du cinéma, du théâtre. Il y a quand même une musique originale, il y a quand même du son. On s'est entouré, on a la chance d'avoir vraiment une équipe géniale. Mais c'était aussi en voyant d'autres œuvres, en disant, parfois, c'est vrai que c'est extraordinaire au niveau de la technologie, mais peut-être que j'ai envie que ça me raconte un petit peu plus. Donc, on s'est inscrit peut-être à un endroit qui existait moins dans la mixed reality. Voilà. Et ça, on s'en est rendu compte, en fait, c'est pas du tout calculé. Ça, pour le coup, c'était pas calculé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. En fait, j'ai 2 questions. D'abord, merci parce que c'est un magnifique projet, tout le projet au global, parce que vraiment, moi, j'étais sur le roman déjà, hein, donc voilà. J'ai 2 questions. La première, c'est, vous dites faire circuler, et c'est vrai qu'on a des œuvres qui sont magnifiques. Alors après, elles emportent beaucoup de technologie, c'est pas forcément évident de les déplacer partout. Il n'empêche qu'il y a aussi d'autres associations avec lesquelles moi je vois très bien quel est en fait, Tania, quand vous parlez par exemple des lycéens, le VRBus, je ne sais pas si ça vous parle, Culture 360. Clairement, c'est peut-être un projet qui est un petit peu long pour le VRBus, mais il n'empêche que ça fait venir en fait aux œuvres des publics effectivement très différents qui ne passeraient pas forcément la porte d'un théâtre ou même d'un musée. Peut-être un peu plus d'un cinéma, et il y a aussi des dispositifs d'XR qui s'installent dans les halls de cinéma. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses qu'il faut investiguer. Je ne sais pas si c'est des projets que vous avez éventuellement. Et en fait, en vous entendant parler, effectivement, moi, j'avais suivi la masterclass aussi. Et du coup,
il va y avoir quelque chose avec cet objet, parce qu'on pourrait imaginer une suite. Alors évidemment, il y a la suite de Claudette adolescente, mais est-ce que justement l'avoir faite parler de l'actualité, c'est quand même un personnage qui a raconté beaucoup de choses, qui est très intégré dans, encore une fois, l'actualité. Est-ce que Tania... Noir 2. Noir 2. Elle revient. Elle revient, elle est toujours pas contente. Retour. On peut faire le jeu vidéo, hein. Ça on y a pensé. Claudette canarde tout le monde. Claudette vénère. Alors ça, non, on n'a pas du tout prévu ça. On est dans les théâtres, ouais. Mais c'est vrai que sur la suite, en fait, ce qu'on a prévu sur la suite, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'au Centre Pompidou, on avait mis en place un petit cahier pour qu'en sortant, qui voulait dire quelque chose à Claudette puisse le faire, et puis que nous, on puisse faire suivre ces textes-là. Donc, c'est plus, en fait, la suite, pour moi, c'est plus le travail qu'on fait autour, parce qu'en l'occurrence, l'expérience, on peut la faire qu'à 10. Et quand on met en place des choses avec les scolaires, l'idée, c'est que pendant qu'il y en a 10 qui partent faire l'expérience, j'ai mis en place des ateliers avec notamment des avocats, pour qu'on se dise, OK, bon, ça c'est en 55, voilà ce qu'elle trouvait injuste, voilà comment elle y a répondu. Bon, maintenant, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve injuste et comment on y répond, et voilà. Ça, pour moi, c'est la suite. C'est-à-dire, notre sujet, c'est qu'en sortant de cette expérience, on ne soit pas écrasé par la tâche, mais qu'on soit plutôt augmenté de toutes les choses qu'on pourrait faire. Et donc, pour moi, la suite de Claudette, c'est nous. Et si on est augmenté de Claudette, c'est bien pour que cette énergie, elle soit mise au service de la justice, parce que pour l'instant, la justice est le parent pauvre de notre impuissance. Hein, on va naturellement vers la vengeance, naturellement vers la violence, mais la justice, qui nécessite que non seulement on soit mobilisé, mais qu'en plus on mobilise, donc qu'on fasse des recours, hein, le problème c'est les non-recours, donc qu'on fasse des recours et que ça devienne pour nous le vrai sujet. Comment est-ce que les droits des gens sont respectés, plutôt que de faire une photo, de la mettre sur TikTok et d'attendre que la personne soit butée par quelqu'un qui voudra bien le faire. Voilà, comment on refait société. Donc pour moi, la suite de Claudette, c'est ça. C'est notre capacité à re-rentrer dans le cercle et à dire fortement, ça n'est pas possible et c'est par moi que ça va passer, la justice. Si son histoire, quelqu'un est intéressé, ça donnera encore plus envie d'aller chercher, puisque maintenant elle a parlé, qu'elle a raconté, et sans faire de très mauvais jeux de mots, elle a été blanchie il y a 1 an. 1 an. Elle a dit que pendant 60 ans, elle a attendu, elle a quand même déposé, et en disant que voilà, elle nous disait en rigolant, ah ça y est, je suis plus une délinquante. Mais malgré tout, ça a attendu 60 ans pour que la justice ait fait son travail aux États-Unis. Et qu'elle ait demandé, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pendant le Covid, moi j'avais peur, je me disais, voilà, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas renoué encore et lui faire savoir en fait qu'elle existe pour nous. Et donc je me disais, voilà, ça se trouve le Covid, c'est terminé, Claudette, voilà. Et voilà que je vois en sortie de Covid qu'elle est super énervée et qu'elle a décidé de faire clearer son casier. Bon là j'ai dit, ok, bon bah ça va, on va pouvoir y aller. Et donc voilà, donc encore une fois, elle a mis toujours cette dynamique, parce qu'en fait, les droits, c'est de la matière humaine. Si nous ne la faisons pas vivre, ils meurent. Donc, ce qu'elle a compris de la pandémie, c'est qu'il va falloir me régler ce problème et rapidement, quoi. Bah voilà, moi je me dis, à chaque fois que j'ai une petite baisse de régime en disant ouais, mais bon, c'est pas facile et tout, en fait, je me tourne vers cette femme et je me souviens que à 82 ans, après une pandémie, alors qu'elle est en fauteuil roulant, elle dit ça. Vous allez me nettoyer ça. Et maintenant, bon, donc j'ai pas le droit d'être fatiguée. C'est ça ma conclusion. Alors, courez-y. Malheureusement, on me fait signe que voilà, on doit mettre fin à la conversation, mais allez-y. Même pour ceux qui l'auraient déjà vu, le revoir, c'est extraordinaire. Moi, vous le savez, je le dis et je vis encore des émotions. On a très hâte
de voir, non pas la suite, mais quelle sera la prochaine œuvre sur laquelle vous allez travailler ensemble avec Emma, qui est là. La retraite. Tania, Pierre-Alain, Stéphane, merci infiniment. Merci Myriam. Merci à vous.